Imaginez entrer dans votre bistrot de quartier préféré par une fraîche soirée d'automne. C'est un endroit où les habitués vous accueillent avec un sourire familier, où l'odeur du café fraîchement moulu flotte dans l'air, et où les petits drames de la vie quotidienne se déroulent au milieu du cliquetis des assiettes et des conversations décontractées. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Un étranger, visiblement en mauvaise posture, trouve une place dans un coin tranquille. Il n'a manifestement pas les moyens de s'offrir un vrai repas, et à peine un endroit où poser sa tête. Pourtant, à l'insu de tous, il cache un secret si choquant qu'il changera bientôt d'innombrables vies à jamais. La petite ville côtière de Belle-Rivière était connue pour ses visages amicaux, son atmosphère feutrée et la berceuse réconfortante des vagues de l'océan la nuit. Avec une population d'un peu moins de 10 000 habitants, tout le monde semblait se connaître, ou du moins c'était l'impression partagée par les résidents de longue date. Mais un mardi après-midi, un homme que personne ne reconnaissait entra en traînant les pieds dans le bistrot de Betty, vêtu d'une lourde veste et portant le poids du monde dans ses yeux fatigués. Le bistrot de Betty était une pierre angulaire de Belle-Rivière depuis plus de 30 ans. Ses murs étaient tapissés de polaroïdes délavés de clients souriants qui fréquentaient autrefois l'endroit, certains d'entre eux des pêcheurs locaux qui avaient depuis pris leur retraite, d'autres des familles qui avaient déménagé. Il y régnait une certaine nostalgie, une chaleur qui incitait les habitants et les voyageurs fatigués à revenir. Et dans un coin, à côté du porte-manteau, un vieux jukebox jouait encore des succès des années 1980 et 90, conférant au lieu une lueur vintage éternelle. Cet après-midi-là, Emma Laurent, une serveuse qui travaillait au bistrot depuis 5 ans, remarqua l'homme dès qu'il entra. Elle était fière de son œil vif pour se souvenir des clients et déceler leurs humeurs subtiles. Cet étranger, cependant, était différent. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait dormi dans sa voiture, ou peut-être passé trop de nuits blanches. Ses vêtements, bien qu'ayant semblé chers à une époque, étaient usés, boueux aux poignets et dégageaient une légère odeur d'humidité. Malgré son apparence débraillée, il se déplaçait avec une dignité tranquille. Emma s'approcha avec un sourire accueillant. « Bonjour. Bienvenue au bistrot de Betty. Puis-je vous servir quelque chose à boire ?» Il leva les yeux, révélant une expression partagée entre la gratitude et l'appréhension. « Juste de l'eau, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix douce. « Je cherche juste un endroit où m'asseoir un moment, si ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » dit-elle, remarquant le léger tremblement dans sa voix. « Prenez votre temps. Dites-moi si vous voulez voir le menu. » Il hocha la tête et regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Son regard parcourut le petit groupe d'habitués. Au comptoir était assise Linda Thomas, une institutrice à la retraite, sirotant un thé et lisant un roman d'amour. Dans une banquette près de la fenêtre, Henri et Sarah Dubois, un couple de personnes âgées, partageaient une part de tarte aux pommes. Un père fatigué avec 2 enfants énergiques occupait une autre banquette près du jukebox. Le brouhaha des conversations était réconfortant, un témoignage du sens de la communauté dont Belle-Rivière était fière. S'installant dans une banquette au fond, l'étranger retira sa veste, la plia soigneusement et la posa à côté de lui. Emma revint avec un verre d'eau et le posa doucement. Un instant, leurs regards se croisèrent, et elle sentit une vague d'inquiétude la submerger. Habituellement, les clients qui ne commandaient que de l'eau finissaient par commander autre chose ou partaient après quelques minutes. La façon dont il serrait le verre, buvant à petites gorgées, suggérait que l'eau était tout ce qu'il pouvait se permettre. C'était un sentiment qu'elle connaissait bien, ayant elle-même traversé des périodes difficiles où chaque centime comptait. Elle se souvenait de la honte mêlée au soulagement lorsqu'un étranger lui avait offert un café chaud un hiver glacial, un geste simple qui lui avait redonné foi en l'humanité. Elle voyait une lueur similaire de désespoir dans les yeux de cet homme et son cœur se serra. Elle se fit la promesse silencieuse de ne pas le laisser partir le ventre vide, même si cela signifiait puiser dans ses propres pourboires. « Vous êtes sûr de ne vouloir rien d'autre ?» demanda doucement Emma. « Un café ou une soupe ? La soupe de poisson est en promotion aujourd'hui. » Il jeta un coup d'œil au tableau des promotions. Un bol de soupe de poisson coûtait 5,99 €, mais même cela semblait hors de sa portée immédiate. « Ça va, » dit-il en forçant un sourire. « Mais merci de demander. » Emma l'étudia un instant de plus. Elle remarqua des détails subtils, les fines rides sur son front indiquant un stress plus profond, le léger tremblement de ses doigts, et la façon dont ses épaules se raidissaient chaque fois que quelqu'un s'approchait de lui. Elle avait déjà vu cette posture chez ceux qui fuyaient quelque chose ou avaient presque tout perdu. La compassion d'Emma l'avait amenée à accomplir de nombreux petits actes de gentillesse au fil des ans. Elle avait une fois donné une part de tarte à un adolescent qui semblait avoir passé la nuit dans la rue. Une autre fois, elle avait discrètement payé le repas d'un homme âgé en l'entendant avouer à un ami qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois ses médicaments et un repas. Sa patronne, la fille de Betty,
Charlotte, faisait parfois un clin d'œil et regardait ailleurs, bien consciente des actes de générosité occasionnels d'Emma. Le bistrot avait une marge bénéficiaire serrée, mais les propriétaires comprenaient le pouvoir de la gentillesse dans une petite communauté. En passant derrière le comptoir, Emma s'approcha de Charlotte, qui essuyait des taches de café sur un menu. « Nous avons un nouveau client », murmura Emma, hochant la tête en direction de l'homme dans la banquette du coin. « On dirait qu'il traverse une mauvaise passe. » Charlotte suivit le regard d'Emma. Un autre autostoppeur ou un touriste coincé en ville. Peut-être. Je pense qu'il n'a pas mangé depuis un moment. Charlotte hesita, son regard attardant sur le home. Puis elle haussa les épaules. On ne peut pas offrir des repas gratuits tout le temps. Mais si tu y tiens vraiment, on trouvera une solution. Emma hocha la tête avec reconnaissance. Elle prit une tasse de café fumant, ajouta une goutte de crème et la posa sur un plateau avec une petite assiette de pain frais. Puis elle l'apporta à la banquette de l'étranger. « Je me suis dit que vous aimeriez quelque chose de chaud », dit-elle en posant les articles devant lui. Il regarda l'offrande avec un mélange de surprise et de soulagement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait protester, mais sa faim l'emporta. « Merci », murmura-t-il, les yeux s'embuant. Il but une gorgée de café, et Emma vit des larmes se former au coin de ses yeux. C'était un geste si simple, du café et du pain, mais pour lui, à ce moment-là, c'était comme une bouée de sauvetage. Elle lui offrit un sourire rassurant, espérant calmer la tempête qui grondait en lui. Le simple contact de la tasse chaude contre ses mains froides semblait ancrer l'homme dans le présent, le tirant d'un abîme de désespoir qu'il portait visiblement avec lui. Il ferma les yeux un instant, savourant la chaleur qui se propageait dans son corps, une sensation presque oubliée après des jours et des nuits passées dans le froid. Emma resta là, observant discrètement, son cœur se serrant à la vue de sa vulnérabilité si évidente. Elle se demanda quelle histoire se cachait derrière cette façade de fatigue et de tristesse. Chaque habitant de Belle-Rivière avait ses propres batailles, mais celle de cet homme semblait particulièrement lourde. « Je m'appelle Emma, au fait, » dit-elle doucement. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir. » L'homme déglutit difficilement, puis hocha la tête. « Merci, Emma. Je m'appelle Jacques. Jacques Hébert. » L'esprit d'Emma fut piqué par la curiosité. Jacques Hébert, un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Peut-être était-il nouveau en ville ou simplement de passage. Pourtant, elle décida de ne pas insister. Elle sentait le poids de son silence, et le presser de questions risquait de transformer sa confiance fragile en repli. Jacques fixait le café fumant et le pain frais comme s'il n'avait jamais autant apprécié une nourriture aussi simple. Emma resta un instant de plus, remarquant que ses mains tremblantes se stabilisaient à chaque gorgée. Puis, avec un léger hochement de tête, elle le laissa manger en paix. Elle retourna à son travail, le cœur un peu plus lourd mais aussi empli d'un sentiment étrange de satisfaction. Aider les autres, même de manière modeste, était ce qui donnait un sens à ces journées souvent répétitives. Elle n'avait aucune idée que ce Jacques Hébert était plus qu'il n'y paraissait, et que sa petite gentillesse aurait des répercussions qui s'étendraient bien au-delà des murs du bistrot de Betty, changeant leur devis de manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Le lendemain matin, Emma arriva au bistrot pour le service du matin. Elle s'attendait à moitié à revoir le mystérieux Jacques Hébert recroquevillé dans la banquette du coin, mais elle était vide, à l'exception de quelques miettes d'un client de la veille. La journée se déroula comme d'habitude, avec les habitués qui affluaient pour leur café et leur petit déjeuner composé de croissants et de tartines. Linda Thomas passa pour son thé habituel, tandis que le couple Dubois partageait sa gaufre quotidienne. Emma se surprit à jeter de temps en temps un coup d'œil à la porte, se demandant si Jacques reviendrait. Vers 10 heures, pendant l'accalmie du milieu de matinée, elle l'aperçut à travers la grande vitrine du bistrot. Il se tenait sur le trottoir, contemplant le panneau « Recherche personnelle » collé sur la vitre. Il n'était pas encore entré, comme s'il rassemblait le courage de franchir le seuil. Emma prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Juste au moment où elle l'atteignit, Jacques poussa la porte, entrant doucement à l'intérieur. Il portait la même veste, mais elle paraissait légèrement plus propre, comme s'il avait passé la nuit à frotter les taches de boue. Ses yeux brillaient à la fois d'incertitude et d'une faible étincelle de détermination. Emma lui fit un signe de la main amicale. « Bonjour », le salua-t-elle. « Contente de vous revoir. » Jacques hocha la tête et sourit, bien que son sourire fût mince de fatigue. « Bonjour, Emma. » Il jeta un coup d'œil vers le panneau de recherche de personnel. « Ce poste est-il toujours disponible ?» Emma sentit une vague de chaleur dans sa poitrine. Peut-être essayait-il de se remettre sur pied. Elle savait que Charlotte parlait depuis un moment d'engager un plongeur à temps partiel ou un serveur supplémentaire. « Il l'est, » répondit-elle. « Voulez-vous remplir une demande ?» Le regard de Jacques s'attarda sur le sol. « Oui,
j'apprécierais. Elle le conduisit à une petite table à l'arrière, près de la porte de la cuisine, où le bistrot gardait des formulaires de demande de rechange et un pot de stylo. Il s'assit, lissant soigneusement les plis du formulaire. Alors qu'il commençait à remplir ses informations personnelles, Emma l'observa discrètement. Son écriture était soignée, délibérée. Il s'arrêta sur des questions comme son adresse et son numéro de téléphone, griffonnant finalement quelque chose qu'Emma soupçonnait de ne pas être tout à fait exact. Pendant qu'il était occupé, Charlotte sortit du bureau arrière, sirotant son café. Elle remarqua Jacques avec le formulaire et haussa un sourcil. Emma saisit l'occasion de s'approcher d'elle. « C'est Jacques, dit doucement Emma, comme pour ne pas le déranger. C'est l'homme dont je t'ai parlé hier. Il cherche un travail. » Charlotte l'étudia à distance. « Eh bien, on a besoin d'aide. Mais es-tu sûr qu'on peut lui faire confiance? Tu as dit qu'il avait des problèmes. » Emma sentait un point de frustration. Charlotte n'était pas cruelle. Elle était juste prudente. Les affaires du bistrot étaient précaires depuis un certain temps, et elle ne pouvait pas se permettre d'embaucher quelqu'un qui pourrait causer des problèmes. « Je ne connais pas toute son histoire, » admit Emma. « Mais il semble sincère, et il est clairement motivé. » Charlotte hocha lentement la tête. « Parlons-lui. On verra bien. » Après quelques minutes de plus, Jacques s'approcha des deux femmes, tendant le formulaire rempli. Charlotte ouvrit le papier plié, le parcourant avec une légère curiosité. Jacques Hébert, lut elle à haute voix. Pas d'adresse locale. Des références? Il haussa les épaules en s'excusant. Je voyage depuis un certain temps, donc je n'ai pas de références récentes. Mais je suis un travailleur acharné, je vous le promets. Charlotte Pinkeless Levers. Nous avons besoin de quelqu'un pour la plonge et peut-être un peu de préparation légère. Le service commence tôt le matin et se termine en milieu d'après-midi. Le salaire est le SMIC horaire, plus les pourboires que les employés partagent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. La bouche de Jacques s'étira en un petit sourire. Je suis plus que disposé à faire n'importe quoi. Merci. Charlotte échangea un rapide regard avec Emma, qui lui fit un subtil signe de tête d'encouragement. Finalement, Charlotte se tourna vers Jacques et dit « Faisons un essai. Commencez demain à 6 heures précises, et nous verrons comment ça se passe pendant quelques semaines. » Les yeux de Jacques brillèrent de soulagement. « Merci beaucoup, dit-il, serrant le bord du formulaire comme si c'était la clé d'une nouvelle vie. Je ne vous décevrai pas. » Quand il partit peu de temps après, Emma ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Elle avait joué un petit rôle en offrant à quelqu'un un nouveau départ, même s'il n'était que temporaire. Pourtant, une question la taraudait. Où logeait Jacques? Et comment avait-il fini par errer à Belle-Rivière? Elle résolut de ne pas trop le presser de questions. Il partagerait les détails s'il était prêt, et quand il le serait. Cette nuit-là, Jacques dormit dans sa voiture sur le parking d'un entrepôt abandonné voisin. Il inclina le siège du conducteur aussi loin que possible et se couvrit de la même veste usée. L'air côtier était froid, rendant son souffle visible en faible volute sous la faible lumière d'un lampadaire. Il aurait pu se payer un petit motel s'il avait vraiment été celui qu'il prétendait être, mais le secret était primordial dans son plan. Il n'était pas un homme ordinaire luttant pour sa vie. Il était un millionnaire nommé Jacques Hébert, héritier d'un vaste empire immobilier qui s'étendait sur plusieurs régions. Pourtant, le décès de son père avait déclenché une tempête de dynamique familiale compliquée, et Jacques avait perdu foi dans les intentions des gens. Il avait besoin de trouver quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne serait pas influencé par le poids de son portefeuille. Et en Emma Laurent, il avait entrevu l'étincelle d'une gentillesse authentique. Mais cette gentillesse resterait-elle une fois qu'elle apprendrait qui il était vraiment? C'était la question qui le hantait. Il se souvint des innombrables personnes qu'il avait rencontrées dans les cercles de la haute société. Elles jouaient le rôle de confidents ou même d'amants, mais leur loyauté avait toujours un prix. Tacite. S'il voulait de l'honnêteté, il devrait cacher sa richesse, devenir quelqu'un de banal et voir qui le traiterait avec décence. Il organisa donc méticuleusement cette ruse, s'habillant modestement, dormant à la dure et entrant dans le bistrot de Betty comme s'il ne possédait rien de plus que les vêtements qu'il portait. Jacques connaissait le risque. Si Emma, Charlotte ou n'importe qui à Belle-Rivière découvrait qu'il était en fait riche, l'authenticité de leur gentillesse pourrait être remise en question. Chaque geste semblerait entaché par le soupçon qu'il était motivé par l'avidité. Il leva les yeux vers le ciel sans étoiles, le bourdonnement lointain de l'océan clapotant sur le rivage, espérant avoir fait le bon choix. Oui, c'était une tromperie, mais au fond de son cœur, il croyait qu'elle était nécessaire. Il voulait voir qu'il aiderait sans rien attendre en retour. Le vent se leva et Jacques serra sa veste plus fort. Alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, il se demanda comment il maintiendrait cette mascarade. Il y avait des questions pratiques à considérer, où se doucher,
comment se permettre les petites nécessités quotidiennes. Si tout se passait bien au bistrot, il aurait un revenu pour maintenir les apparences. Plus important encore, il aurait l'occasion d'étudier les gens de cette humble ville. La gentillesse d'Emma perdurait-elle? L'acceptation prudente de Charlotte se durcirait-elle ou s'adoucirait-elle avec le temps? Seules les semaines à venir révéleraient les réponses que Jacques cherchait si désespérément. Le lendemain matin, Jacques arriva au bistrot avant le lever du soleil. L'air était épais de brouillard matinal qui drapait Belle-Rivière d'un voile gris. Il portait la même veste, mais son visage était fraîchement lavé, et ses cheveux, bien que toujours légèrement décoiffés, étaient peignés en arrière. Emma était déjà à l'intérieur, aidant Charlotte à installer les tables et à préparer la station de café pour les premiers clients de la journée. « Vous êtes en avance, » dit Emma, lui adressant un grand sourire alors qu'il entrait dans l'intérieur chaleureux. « C'est bon signe. » Jacques haussa les épaules, tentant la modestie. « Je ne voulais pas être en retard le premier jour. Par où dois-je commencer? » Charlotte Louis tended un tablier. La vaisselle d'abord. Nous avions quelques assiettes supplémentaires de la fermeture d'hier soir qui n'ont pas été finies. Tout est dans l'évier. Après ça, tu pourras aider Emma à remplir les salières et à essuyer les tables. Jacques hocha la tête. Il disparut dans la cuisine et trouva une pile imposante d'assiettes, de bols et de couverts. La cuisine était une cacophonie de grilles grésillants et de casseroles qui s'entrechoquaient. La chef cuisinière, une femme plus âgée nommée Gloria Morin, lui jeta un regard superficiel avant de retourner à ses crêpes. Sans se plaindre, Jacques retroussa ses manches et se mit au travail. L'eau bouillante lui piqua les mains alors qu'il frottait la graisse tenace des poêles et essuyait les traces de sauce tomate des assiettes. Il travailla avec diligence, déterminé à prouver sa valeur. La vapeur s'élevait autour de lui, embuant ses lunettes, de simples lunettes de lecture qu'il avait achetées dans une pharmacie pour renforcer son déguisement. Malgré la nature banale de la plonge, Jacques trouva une surprenante satisfaction à effectuer un travail honnête. C'était loin des réunions de conseils d'administration à enjeux élevés ou des galas de charité auxquels il était habitué, mais cela l'ancrait. Chaque fois qu'Emma passait devant la porte de la cuisine, elle jetait un coup d'œil pour voir comment il allait. Une fois, elle le remarqua en train de lutter avec une poêle tenace. Enfilant une paire de gants, elle le rejoignit, lui montrant une astuce avec de l'eau chaude et une pincée de bicarbonate de soude. Bientôt, le résidu brûlé se détacha. « Merci, » murmura Jacques, ressentant une pointe de gêne. « Pas de problème, » répondit-elle, sa voix légère. « Tu te débrouilles très bien. » 2 heures plus tard, après le début du rush du petit déjeuner, Jacques sortit de la cuisine, s'essuyant les mains. Il aperçut Emma qui s'affairait entre les tables, jonglant avec 3 assiettes sur un bras. Le bistrot était animé par les conversations, des retraités prenant des nouvelles des derniers potins locaux, des pêcheurs prenant un repas chaud avant de partir en mer, et quelques touristes qui étaient entrés par hasard en traversant la région. Emma fit signe à Jacques de l'aider. Il s'avança, remplissant les tasses de café, distribuant des serviettes et débarrassant les assiettes vides avec autant d'efficacité que possible. C'était mouvementé, mais il garda un sourire poli, hochant la tête aux clients, qui lui jetaient des regards curieux. À une table était assis le docteur Alain Kim, le médecin local. « Je ne vous ai jamais vu dans le coin », remarqua le docteur Kim, ajustant ses lunettes en levant les yeux vers Jacques. « Vous êtes nouveau en ville ?» Jacques se crispa un instant, mais se força à se détendre. « Oui, monsieur. Je suis arrivé récemment, je cherche du travail. » L'expression du docteur Kim était amicale. « Bienvenue. Belle-Rivière pourrait bien accueillir de nouveaux visages. Les jeunes ne cessent de partir pour la ville. » Jacques hocha la tête, offrant un sourire poli. Il ne put s'empêcher de remarquer Emma qui l'observait de loin, s'assurant probablement qu'il était à l'aise. Ce petit échange de mots le rassura sur le fait que tout le monde à Belle-Rivière ne fouillerait pas trop profondément ou ne le ferait pas se sentir comme un étranger. Vers midi, le rush du petit déjeuner se calma, donnant à Jacques une chance de reprendre son souffle. Emma réapprovisionnait les condiments, alors il décida de l'aider. Côte à côte, ils placèrent des bouteilles de sel, de poivre et de ketchup sur les tables, essuyant les miettes restantes. « Tu t'installes bien ?» demanda Emma, son ton doux. « Je sais que ce n'est que le premier jour, mais comment te sens-tu » Jacques marqua une pause. « C'est différent de ce à quoi je suis habitué, » dit-il honnêtement. « Mais j'aime le rythme ici, et les gens sont sympathiques, surtout toi. » Les joues d'Emma rougirent légèrement. « Eh bien, je crois juste que tout le monde mérite une chance. » Ces mots déclenchèrent une vague de gratitude en Jacques. Il ressentit aussi une pointe de culpabilité. Il la trompait sur sa véritable identité. Mais il se rappela pourquoi il le faisait, pour voir vraiment le cœur sous la gentillesse. C'est alors que Charlotte apparut avec un léger froncement de sourcils. « Jacques, une table près de la fenêtre vient de partir.
Ils se sont plaints que la bouteille de ketchup était collante. Pourrais-tu essuyer la table plus soigneusement la prochaine fois? On ne peut pas se permettre de laisser aller. Jacques s'excusa immédiatement. Oui, bien sûr. Désolé pour ça. Bien que le ton de Charlotte fût un peu sec, Jacques comprit qu'elle devait maintenir des standards. La réputation du bistrot dépendait d'une qualité constante, et il avait l'intention de la respecter. Tout au long de la journée, il apprit les règles non écrites du bistrot, comment Gloria aimait que la vaisselle soit rangée, quand il était acceptable de prendre une courte pause, et quel client nécessitait une patience supplémentaire. À l'heure de la fermeture, ses bras lui faisaient mal à force de porter des plats et de frotter des surfaces, mais une étrange chaleur l'envahit. Il faisait partie d'une équipe, aussi temporaire ou superficielle que cela puisse être. Alors que le service se terminait, Emma le prit à part. « Hey! Je ne veux pas être indiscrète, commença-t-elle, son regard fuyant sur le côté. Mais, as-tu un endroit où dormir ce soir? » Jacques se raidit, essayant de masquer sa surprise. « Je me débrouillerai, dit-il, lui adressant un petit sourire. J'apprécie ton inquiétude. » Emma se mordit la lèvre inférieure, luttant avec l'idée d'insister, mais elle vit la détermination dans ses yeux. « D'accord, céda-t-elle, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Il hocha la tête, touché par son offre. Se détournant, Emma retourna essuyer les dernières tables. Jacques enleva son tablier, le plia soigneusement et le tendit à Charlotte, qui comptait la caisse. Elle s'arrêta pour le regarder. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-elle d'un ton neutre. « On se voit demain, de bonne heure. » Jacques sortit dans l'air frais du soir. Le ciel était zébré d'orange et de violet vif, un dernier éclat de couleur avant que la nuit ne s'installe complètement. Il monta dans sa vieille berline, une voiture qui fonctionnait encore assez bien, mais qui avait l'air aussi banale et abîmée que le reste de son déguisement, et conduisit jusqu'à la périphérie de la ville. Là, parmi quelques bâtiments délabrés, il retrouva le même terrain vague où il avait dormi auparavant. Assis seul dans la voiture, il déballa un sandwich qu'Emma lui avait glissé dans les mains avant son départ. « Tu auras besoin de dîner, » avait-elle dit à voix basse. Il n'avait pas eu la chance de la remercier correctement, mais le souvenir de son expression bienveillante lui resta. Il prit une bouchée, le goût du pain frais et du jambon savoureux remplissant sa bouche. N'importe quel autre jour de sa vie antérieure, il aurait peut-être considéré un simple sandwich comme trop humble pour le dîner. Mais maintenant, cela ressemblait à un festin. Il réalisa avec une clarté douce amère qu'il n'avait jamais ressenti une gratitude aussi profonde pour si peu. À chaque heure qui passait, Jacques était de plus en plus convaincu que Belle-Rivière était le cadre parfait pour le test qu'il avait conçu. Emma, en particulier, se démarquait comme un rayon de lumière. Pour la première fois de sa vie, Jacques sentit qu'il avait trouvé quelqu'un dont la décence transcendait les jugements superficiels. Que sa gentillesse puisse ou non surmonter tous les obstacles restait à voir, mais une graine d'espoir était plantée dans son cœur. Il ne se doutait guère des épreuves qui l'attendaient, de la façon dont les circonstances allaient bientôt tourner, le forçant à affronter des tempêtes tant intérieures qu'extérieures. S'il pensait qu'il s'agissait simplement d'observer tranquillement la meilleure nature de l'humanité, il allait avoir une surprise. La vie avait une façon de réécrire même les plans les mieux établis. Au cours des 2 semaines suivantes, Jacques s'installa dans sa routine au bistrot de Betty. Chaque matin à 6 heures, il se présentait dans sa veste usée, faisant tranquillement la vaisselle, remplissant les cafetières et passant la serpillière à l'heure de la fermeture. Il gagnait un modeste salaire, suffisant pour faire le plein d'essence et s'offrir les produits de première nécessité tout en maintenant la façade de la pauvreté. Emma continuait de lui témoigner sa gentillesse par de petites attentions significatives, lui offrant des viennoiseries invendues, remplissant sa tasse de café pendant les pauses et engageant avec lui des conversations amicales. Elle partagea également des bribes de sa propre vie. Emma avait grandi à Belle-Rivière, fille unique d'une mère célibataire qui cumulait plusieurs emplois pour joindre les 2 bouts. Maintenant, sa mère vivait dans une petite maison à l'est de la ville, souffrant d'arthrite aux mains. Emma l'aidait occasionnellement à payer les factures. Malgré les difficultés financières, Emma semblait toujours avoir un esprit optimiste, saluant chaque client comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Jacques l'observait attentivement, essayant de déceler tout signe indiquant que sa convivialité était motivée par des arrière-pensées. Mais Emma ne posa jamais de questions sur son passé, ne laissa jamais entendre qu'elle voulait quelque chose en retour. Elle le traitait simplement comme un être humain méritant le respect. Puis vint un jour qui mit tout le monde au bistrot à l'épreuve. C'était un samedi après-midi orageux. Des nuages sombres arrivèrent de la mer, et des vents violents secouèrent les fenêtres du bistrot. La pluie tombait à torrents, transformant les rues en petits canaux. Belle-Rivière était habituée au mauvais temps. Mais cette tempête semblait particulièrement menaçante. Vers midi,
Une vague de clients se précipita à l'intérieur pour échapper à l'averse, avec des parapluies dégoulinants et des vestes trempées. Le bistrot se remplit rapidement, chaque table étant occupée par des personnes cherchant un abri et un repas chaud. Jacques se dépêcha pour suivre le rythme, nettoyant les tables dès qu'un client partait, pour voir un nouveau client s'asseoir quelques secondes plus tard. Emma se déplaçait rapidement entre la cuisine et la salle, jonglant avec les assiettes et les tasses avec une grâce experte. Même Charlotte mettait la main à la pâte, remplissant les cafetières et prenant les commandes. À un moment donné, les lumières vacillèrent de manière inquiétante. Le bourdonnement de la conversation se tut un instant, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant une possible panne de courant. Les lumières se stabilisèrent, mais la tension demeura. Au milieu de ce chaos, une femme affolée fit irruption par la porte. Elle était petite, avec des cheveux bruns bouclés collés à son crâne par la pluie. Elle serrait un bambin en pleurs contre sa hanche et traînait une valise derrière elle. Son visage était marqué par la détresse, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait désespérément de l'aide. Emma se précipita. « Madame, tout va bien. » La femme réussit à reprendre son souffle. « Ma voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre d'ici, Alta-TL. J'ai marché sous la pluie avec ma fille. Je ne connais personne ici. » Elle se tourna ensuite vers le bambin qui pleurait de plus belle, les joues rouges de larmes. Emma les guida rapidement vers une petite table d'appoint près de la cuisine, à l'abri des courants d'air de la porte. « Laissez-moi vous apporter quelque chose de chaud, » offrit-elle, sa voix apaisante. La femme hocha la tête en tremblant, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie. « Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Mélanie. Voici ma fille, Lily. » Emma courut dans la cuisine, en ressortant quelques instants plus tard avec une tasse de chocolat chaud et une petite tasse de lait chaud pour Lily. Pendant ce temps, Jacques s'approcha, remarquant les dents de la femme qui claquaient. Il attrapa rapidement quelques torchons propres de la cuisine et les lui offrit pour qu'elle puisse se sécher, ainsi que Lily, du mieux qu'elle pouvait. « Tenez, » dit Jacques doucement, drapant une serviette sur les petites épaules de l'enfant. Lily le regarda, pleurant toujours, mais avec un peu moins d'intensité. Mélanie leva les yeux vers Jacques, le soulagement inondant son regard. « Merci, mon Dieu. C'est un vrai cauchemar. La batterie de mon téléphone est morte. Je ne peux pas appeler à l'aide. » Jacques jeta un coup d'œil à Emma, qui sortait déjà son propre téléphone de la poche de son tablier. « Avez-vous quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous ?» demanda doucement Emma. Mélanie secoua la tête. « J'étais en route pour voir ma sœur dans la ville voisine, mais elle est hors de la région en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. » Charlotte, qui avait observé la situation de derrière le comptoir, s'approcha. « Nous pouvons essayer d'appeler une dépanneuse, mais par ce temps, cela pourrait prendre un certain temps. » Un silence s'installa sur le groupe alors que la tempête s'intensifiait. La pluie tambourinait sur le toit, et le tonnerre grondait au loin. Le visage de Mélanie se décomposa, et les pleurs de Lily s'intensifièrent de nouveau. Sans réfléchir, Emma enlaça l'enfant, fredonnant doucement pour tenter de la calmer. Lily se blottit contre la chaleur d'Emma. Jacques regarda par la fenêtre les rideaux de pluie qui s'abattaient sur la rue. Il imagina Mélanie marchant péniblement dans cette tempête, tirant une valise et un enfant. Sa poitrine se serra d'empathie. Bien que le bistrot fût bondé, personne n'offrit plus qu'un regard sympathique. Pourtant, Emma et Charlotte s'étaient rapidement mobilisées pour aider. Elles n'avaient aucune obligation de résoudre les problèmes de cette étrangère, mais elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient, tout comme Emma l'avait fait pour Jacques. Puis il prit la parole. « Je peux y aller en voiture, » offrit-il. « Peut-être que je peux aider avec la voiture, ou au moins récupérer vos affaires. » Les yeux de Mélanie s'illuminèrent d'espoir. « Le feriez-vous vraiment ? » ?»« Oh, merci. » Mais son expression retomba. « Le moteur s'est juste arrêté. Je doute que ce soit une réparation simple. » Pourtant, Jacques insista. « Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire. Ou au moins, je peux récupérer votre valise pour que vous ayez des vêtements secs. » Charlotte se mordit la lèvre, l'air partagé. « Jacques, le bistrot est bondé. Tu es sûr ?» Emma posa une main sur le bras de Charlotte. « Je peux le couvrir. Je m'occuperai des tables jusqu'à l'arrivée du prochain service. » Charlotte hésita, mais elle vit alors la sincérité sur leurs deux visages. Elle soupira. « D'accord, mais sois rapide et prudent. » Jacques hocha la tête. Saisissant sa veste, il regarda Emma, qui lui fit un sourire encourageant. « Merci, » articula-t-elle silencieusement, ses yeux débordant de gratitude pour sa volonté d'aider. Quelques instants plus tard, Jacques affronta la tempête. Le vent et la pluie lui fouettèrent le visage, le trempant instantanément. Il courut jusqu'à sa voiture et mit le moteur en marche. Les essuie-glaces peinaient à lutter contre l'averse torrentielle, mais il parvint à avancer lentement dans les rues inondées. Il ne l'avait avoué à personne,
mais il avait une bonne connaissance de la mécanique. Il avait passé des week-ends dans sa jeunesse à bricoler de vieux véhicules sur le domaine de son père. C'était l'un des rares moments où lui et son père avaient vraiment noué des liens. 10 minutes plus tard, il repéra la berline abandonnée sur le bord d'une route déserte. L'eau s'accumulait autour des pneus, le capot du moteur encore chaud au toucher. Prudemment, Jacques ouvrit le capot, l'eau dégoulinant sur son front alors qu'il regardait à l'intérieur. Il faisait sombre, et la tempête rendait la visibilité presque nulle, mais il remarqua une courroie serpentine desserrée. La batterie semblait également à plat. Dans ces conditions, il était peu probable qu'il puisse la réparer sur place. Il attrapa la valise de Mélanie dans le coffre ainsi qu'un petit sac de course. Le vent hurlait, le repoussant en arrière alors qu'il se hâtait vers sa propre voiture. En quelques minutes, il était de retour vers le bistrot, l'eau clapotant sous ses pneus. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline se mêlant à un sentiment croissant de détermination. C'était plus que simplement tester la gentillesse des gens de Belle-Rivière. Il faisait maintenant partie de cette gentillesse. Quand Jacques revint, trempé, il trouva Mélanie assise à la même petite table. Lily était plus calme, enveloppée dans une couverture qu'Emma avait trouvée dans la réserve. Emma était agenouillée à côté de l'enfant, lui lisant un livre d'images d'un ton doux et chantant. Les yeux de Mélanie s'écarquillèrent de soulagement lorsque Jacques lui tendit la valise. « Oh, merci » souffla-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Jacques haussa les épaules, essayant de minimiser son rôle. « Pas de problème. La voiture aura peut-être besoin de plus qu'une simple réparation, mais au moins vous avez des vêtements secs. » Mélanie serra la valise contre sa poitrine comme si c'était un trésor inestimable. Emma s'excusa pour laisser Mélanie et Lily se changer dans les toilettes du bistrot. Au moment où elles en sortirent, Lily portait un pyjama chaud et Mélanie avait troqué son chemisier trempé contre un pull confortable. Ressentant un sentiment de camaraderie étrange mais bienvenu, Jacques retourna à ses tâches, aidant Emma à débarrasser les tables et à servir les derniers clients attardés. Toute cette épreuve orageuse lui rappela pourquoi il était venu à Belle-Rivière en premier lieu. C'était un microcosme des meilleures qualités de l'humanité, qui brillait à travers la générosité d'Emma, le soutien réticent mais réel de Charlotte, et la simple volonté des gens d'offrir un coup de main. Il ne se doutait pas que ce n'était que le début d'un lien qui s'approfondissait, et que des forces cachées, à la fois dans son propre passé et dans les courants sous-jacents de Belle-Rivière, menaceraient bientôt tout. Après que la tempête se fut enfin calmée, Belle-Rivière retrouva son rythme tranquille. La nouvelle de l'épreuve de Mélanie se répandit rapidement. Les habitués du bistrot racontaient des histoires sur la courageuse serveuse et le mystérieux nouveau plongeur qui avait aidé une mère et son enfant bloqués. Emma et Jacques, qui avaient simplement fait ce qu'ils estimaient juste, se retrouvèrent au centre des conversations locales. Même Charlotte le reconnut, bien que de sa manière réservée habituelle. « Les clients disent de belles choses sur vous deux », leur dit-elle un matin. « Continuez comme ça. » Mélanie et Lily furent temporairement hébergées dans une petite auberge près du bistrot, grâce à une réduction de bon voisinage offerte par le propriétaire de l'auberge, Charles Beaumont. Charles était un veuf d'une 50aine d'années, toujours prêt à donner un coup de main. Emma leur rendait visite pendant ses pauses, apportant des viennoiseries supplémentaires pour Lily. Jacques, lui aussi, passait voir s'il pouvait réparer la voiture de Mélanie. Il parvint à effectuer quelques réparations mineures, mais il lui manquait les pièces pour remplacer la courroie endommagée. Il faudrait quelques jours pour qu'un mécanicien de la ville voisine commande la pièce. Lors d'une de ces visites, alors que Jacques était agenouillé près de la voiture de Mélanie, bricolant le moteur sur le parking de l'auberge, Mélanie s'approcha doucement. Elle tenait un thermos de café, encore chaud, et le lui offrit. « Vous avez tant fait, » dit-elle doucement. « J'aimerais pouvoir vous remercier. » Jacques but une gorgée de café, savourant la chaleur qui tranchait avec l'air marin vif. « Aucun remerciement n'est nécessaire, » dit-il. « Je suis juste content d'avoir pu aider. » Un moment de silence passa. Puis Mélanie reprit la parole. « Êtes-vous nouveau en ville? Emma m'a dit que vous aviez commencé à travailler au bistrot récemment. » Jacques se figea légèrement, toujours méfiant à l'idée d'en révéler trop sur lui-même. « Ouais, c'est ça. Je cherche juste un nouveau départ, je suppose. » Mélanie hocha la tête. « Je comprends ça. Parfois, un nouvel endroit peut ressembler à un nouveau commencement. » Le commentaire toucha Jacques plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Ouais, » dit-il, forçant un petit sourire. Parfois, on en a tous besoin. Ils passèrent quelques minutes de plus à discuter aimablement de Belle-Rivière, de sa communauté amicale, et même du charme du bistrot. Puis Jacques s'excusa, retournant au moteur. Il ressentit un pincement d'émotions contradictoires. C'était réconfortant d'aider les autres, mais chaque acte de gentillesse le faisait se sentir davantage comme un imposteur. Qui était-il pour prétendre à un nouveau départ tout en dissimulant une fortune et un drame familial complexe?
Ce soir-là, après son service, Jacques se retrouva assis sur un banc près du port de la ville. L'océan scintillait sous le clair de lune, et les bateaux de pêche tanguaient doucement dans l'eau. Il sortit un carnet de notes élimé de sa veste. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des notes des avocats de la succession de son père et quelques gribouillages qu'il avait faits au cours des dernières semaines, détaillant ses pensées sur les gens qu'il avait rencontrés à Belle-Rivière. Il cherchait quelque chose, l'authenticité, un sentiment d'appartenance, ou la preuve qu'une gentillesse sincère existait sans l'influence de l'argent. Elle pensa à Emma. Elle n'avait été que compassion, non seulement envers lui, mais envers chaque client qui franchissait la porte du bistrot de Betty. Il se souvint comment elle avait lu ce livre d'images à Lily, comme si l'enfant était la sienne. Il se demanda à quoi ressemblerait la vie s'il mettait de côté la tromperie et s'autorisait à se connecter véritablement avec les gens en toute honnêteté. Mais pouvait-il leur faire confiance? Ou changerait-il une fois qu'il découvrirait sa richesse? Jacques soupira, rangeant le carnet. Il fixa les eaux scintillantes, laissant le doux rugissement de l'océan l'apaiser. Demain était un autre jour au bistrot. Demain, il verrait à nouveau le visage lumineux d'Emma, et demain, il continuerait cette étrange mascarade. Pour combien de temps encore, il n'en était pas sûr. La présence de Jacques à Belle-Rivière ne passa pas inaperçue au-delà du bistrot. Une autre personne qui s'intéressa vivement à lui fut le journaliste local de l'hebdo de Belle-Rivière, un homme nommé Richard Camus. Richard était connu pour ses reportages sur les événements de la petite ville, des réunions du conseil municipal au concours de pâtisseries locaux. Mais il se targuait aussi de découvrir des vérités cachées. Un après-midi, Richard entra dans le bistrot de Betty, accueilli par Emma, comme d'habitude. Il s'assit au comptoir, commandant un café et une part de tarte aux pommes. En attendant, il observa nonchalamment Jacques qui transportait un plateau de vaisselle propre depuis l'arrière. Quelque chose dans le comportement de Jacques piqua la curiosité de Richard. Habillé humblement, certes, mais il y avait une certaine prestance en lui, une manière raffinée de se tenir. Richard se tourna vers Emma, qui était derrière le comptoir. « Alors, Emma, c'est votre nouveau collègue. » Il désigna subtilement Jacques. Emma hocha la tête, adressant à Jacques un sourire en passant. « Il s'appelle Jacques. Il nous a beaucoup aidés. » Richard Remewson Café. « Il est du coin? » « Je ne pense pas, » répondit Emma. « Il est juste arrivé il y a quelques semaines. Il avait besoin d'un travail. Charlotte L.A. embauche. » Richard prit une bouchée de tarte, mâchant pensivement. « Intéressant. Je pourrais faire un petit article dans le journal sur lui et comment il a aidé cette femme bloquée. Une belle histoire humaine. » Le visage d'Emma s'illumina. Ce serait adorable. Je suis sûr qu'il apprécierait. Quelques jours plus tard, Richard prit l'initiative d'aborder Jacques directement. Il le trouva à l'extérieur du bistrot après la fermeture, appuyé contre sa berline cabossée, fouillant pour trouver ses clés. « Jacques Hébert. C'est bien ça ?» demanda poliment Richard en s'approchant. Jacques leva les yeux, surpris. Il reconnut Richard de l'intérieur du bistrot, mais ne s'attendait pas à ce qu'il engage la conversation. « Oui, comment puis-je vous aider ?» Richard offered un sourire amical. Richard Camus, de l'hebdo de Belle-Rivière. Je pensais écrire un court article sur la bonne action que vous avez faite pendant la tempête, en aidant Mélanie et Lily. L'estomac de Jacques s'inua. La dernière chose qu'il voulait, c'était l'attention des médias. Même s'il s'agissait d'un journal de petite ville. Ce n'était rien, dit-il, forçant un rire désinvolte. Jay, ne cherche pas vraiment de publicité. Richard pencha la tête comme pour l'étudier. Je comprends que tout le monde ne veuille pas être sous les feux de la rampe, mais si vous changez d'avis, ce pourrait être une belle façon d'être reconnu. De plus, la communauté adore lire des histoires qui font du bien. Jacques garda une façade polie. J'y réfléchirai. Merci pour l'offre. Il ouvrit rapidement la portière de sa voiture et se glissa à l'intérieur avant que Richard ne puisse sonder davantage. Plus tard dans la soirée, Richard était assis à son bureau, une seule lampe éclairant les volutes de poussière dans son modeste bureau. Il tapa le nom de Jacques dans un moteur de recherche sur son ordinateur, juste par curiosité, pour voir si quelque chose d'intéressant apparaissait. La connexion Internet de Belle-Rivière était capricieuse, mais bientôt il se retrouva à éplucher des profils de réseaux sociaux, des articles de presse économique et des archives publiques. Son intérêt fut piqué par la mention d'un Jacques Hébert associé à Hébert Immobilier, une grande société dans une région voisine. Mais ce Jacques Hébert était censé être l'héritier d'un empire de plusieurs millions d'euros. Certainement pas le plongeur vivant à Belle-Rivière. Pourtant, les photos, bien que rares, présentaient une vague ressemblance. Même couleur de cheveux, structure faciale similaire, bien que le Jacques Hébert des articles portait des costumes sur mesure et se déplaçait avec une confiance indéniable. Se pourrait-il que ce soit la même personne?
L'instinct journalistique de Richard s'éveilla. Il décida de classer l'information, sans tirer de conclusions hâtives pour le moment. Une semaine plus tard, le bistrot était animé par la foule habituelle du déjeuner. Jacques tenait la caisse pendant qu'Emma servait les tables. Charlotte supervisait l'opération, rappelant occasionnellement à Jacques de sourire aux clients. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'un homme en costume d'apparence coûteuse entre, attirant immédiatement l'attention de ceux qui l'entouraient. Il portait une mallette élégante, ses chaussures polies à la perfection. Il ne ressemblait ni à un local ni à un touriste typique. Jacques, occupé à la caisse, ne remarqua pas le nouveau venu au début, mais l'homme s'éclaircit la gorge, appelant pour être servi. Emma Essevenka. Bienvenue au bistrot de Betty. Comment puis-je? Les yeux de l'homme passèrent outre Emma, se posant sur Jacques à la caisse, ses lèvres se courbant en un sourire sardonique. Jacques Hébert, dit-il assez fort pour que plusieurs clients l'entendent. Quelle surprise de vous voir ici. Emma cligna des yeux, confuse. Jacques leva enfin les yeux, sentant son sang se glacer. Il reconnut immédiatement la voix. C'était André Cartier, un avocat qui avait autrefois travaillé avec l'équipe juridique de la famille Hébert. André était rusé, toujours à la recherche d'un moyen de s'insinuer auprès des riches ou de prendre pied dans la fortune de quelqu'un d'autre. Jacques força une expression neutre. « André, qu'est-ce qui vous amène à Belle-Rivière » André posa sa mallette sur le comptoir, ignorant les tentatives d'Emma de le placer. « Les affaires » répondit-il de manière énigmatique. « Je ne savais pas que je vous trouverais caché dans ce charmant petit bistrot. » Les yeux d'Emma allèrent et vinrent entre les deux hommes, la confusion se lisant sur son visage. « Vous vous connaissez » André Rhett. Si on se connaît, nous faisons des affaires ensemble depuis des années. Jacques ici est. Jacques leva une main, arrêtant André en pleine phrase. La panique éclata dans sa poitrine. Si André révélait son identité, tout son test serait ruiné. Tout ce qu'il avait construit avec Emma, la confiance, la proximité, serait éclipsé par la suspicion et la confusion. André Hausen Sorsel. On garde des secrets, n'est-ce pas? La tension était palpable. Emma pouvait la sentir. Charlotte aussi, observait depuis la porte de la cuisine, les sourcils froncés d'inquiétude. André haussa les épaules, une lueur prédatrice dans les yeux. Peu importe. Peut-être pourrons-nous parler plus tard en privé. Il se tourna vers Emma avec un sourire étudié. Pardonnez-moi pour le dérangement. Une table pour un, s'il vous plaît. Emma conduisit André à une banquette près de la fenêtre. Jacques n'eut d'autre choix que de continuer à travailler, bien que ses mains tremblassent légèrement en encaissant un autre client. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment André l'avait-il trouvé? Que voulait-il? Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle André pouvait être ici, pour faire pression sur Jacques au sujet de l'héritage familial ou pour glaner un avantage qui pourrait lui être bénéfique dans le monde de l'entreprise. De l'autre côté du bistrot, André commanda une simple tasse de café. Emma, curieuse mais professionnelle, le servit. André fit la conversation, louant l'esthétique du bistrot, mais jetait occasionnellement un coup d'œil en direction de Jacques. Elle perçut ses pics subtils sur le fait qu'une personne du calibre de Jacques méritait mieux que de faire la plonge, ou sur l'intérêt pour un homme de moyens de s'enterrer dans une petite ville. Bien qu'Emma essayât de garder un visage neutre, chaque nouvelle déclaration d'André augmentait sa curiosité. Jacques était-il plus que ce qu'il prétendait être? Elle pensa à ses manières raffinées, à sa réticence à parler de son passé, au fait qu'il semblait toujours se comporter avec une confiance tranquille malgré une vie si modeste. Quand André partit enfin, laissant un pourboire absurdement élevé sur la table, tout le bistrot sembla expirer. Jacques évita le regard d'Emma en nettoyant le comptoir, mais il savait que les questions allaient arriver. Effectivement, dès que le dernier client fut parti, Emma s'approcha. « Jacques, dit-elle doucement, veux-tu me dire de quoi il s'agissait » Il déglutit difficilement, sentant le poids de son inquiétude. « C'est quelqu'un pour qui je travaillais, » mentit Jacques, se détestant pour cette tromperie. « Nous nous sommes disputés. Il a dû me retrouver. » Emma étudia son visage, cherchant la vérité dans ses yeux. « Il t'a appelé Jacques Hébert. Il a agi comme si tu étais quelqu'un d'important. » Jacques força un faible rire. « C'est mon vrai nom. Je n'ai jamais menti à ce sujet. Mais le reste, c'est compliqué. » L'expression d'Emma s'adoucit, mais la confusion persistait. « Je ne vais pas insister. Dis-moi juste s'il y a des problèmes. D'accord? Je ne veux pas que tu aies des ennuis. » Jacques hocha la tête, le soulagement et la culpabilité s'emmêlant dans sa poitrine. « Merci. Mais je vais bien. » Pourtant, même en prononçant ces mots, il savait qu'il n'allait pas bien du tout. C'était le moment qu'il avait redouté, quelqu'un de son ancienne vie s'immisçant dans le nouveau monde fragile qu'il était en train de construire, et les fissures dans sa tromperie commençaient à apparaître.
Emma resterait-elle à ses côtés une fois qu'elle apprendrait la vérité? Ou tout s'effondrerait-il? 2 jours après la visite troublante d'André, la tension dans le bistrot était palpable. Emma essayait de prétendre que tout était normal, mais elle pouvait sentir le trouble intérieur de Jacques. Ses mains tremblaient chaque fois qu'il manipulait des assiettes, et le regard hanté dans ses yeux ne le quittait jamais vraiment. Même Charlotte le remarqua, accordant à Jacques plus de pauses et moins de tâches en salle pour le garder à l'abri des regards du public. Un après-midi, alors que la foule était légère, Emma trouva Jacques seul dans la réserve, affalé sur une caisse de tomates en conserve. Il tenait sa tête entre ses mains et semblait complètement abattu. « Et, dit-elle doucement en s'approchant, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans tous tes états depuis que ce type, André, est venu. » Jacques leva lentement les yeux, les paupières rougies par le stress. Une partie de lui voulait tout déballer, lui parler de l'empire de sa famille, de la ruse qu'il avait orchestrée, de la façon dont il était tombé amoureux de la gentillesse à Belle-Rivière, en particulier de la sienne. Mais la peur le paralysait. S'il disait la vérité, se sentirait-elle utilisée, trahie? C'est compliqué, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'aimerais pouvoir t'expliquer, mais... Emma s'agenouilla à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Jacques, je ne connais pas ton histoire. Mais je vois que tu souffres. Si tu as besoin d'aide ou juste de quelqu'un pour t'écouter, je suis là. Sans jugement. Son soutien indéfectible frappa sa conscience. Il déglutit, sentant les larmes menacées de couler. Tu es trop gentil avec moi, murmura-t-il d'une voix mal assurée. Après tout ça, tu mérites la vérité. Emma pencha la tête, l'inquiétude gravée sur ses traits. Qu'est-ce que tu veux dire? Jacques prit une inspiration tremblante. Il était sur le point de révéler son secret. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, la voix de Charlotte résonna dans la réserve. Emma, on a besoin de toi devant. Un client se plaint d'un portefeuille manquant. Emma serra doucement l'épaule de Jacques. On parlera plus tard. D'accord? Il hocha la tête, expirant de manière tremblante. Le moment s'évanouit, remplacé par les affaires urgentes du bistrot. Emma sortit précipitamment, laissant Jacques seul avec sa culpabilité tourbillonnante. Ce soir-là, juste à la fermeture du bistrot, André Cartier revint, cette fois avec un sourire suffisant qui indiquait à Jacques qu'il préparait un mauvais coup. Emma était déjà partie car c'était son service du matin, mais Charlotte était encore là, comptant la caisse. « Rebonjour, » dit André suavement, s'appuyant sur le comptoir. « Je crois que vous et moi devrions discuter. » Jacques lança un regard appuyé à Charlotte. Elle comprit son message et se retira dans le bureau arrière, leur laissant un peu d'espace. Une fois seul, André ne perdit pas de temps. « Jacques, j'ai des documents ici, » commença André en tapotant sa mallette. « La succession de votre père est au bord de l'effondrement. Le conseil d'administration panique. Votre demi-frère mène la danse. Et franchement, les gens commencent à se demander où vous êtes. » L'Amaquar de Jacques assis Sarah. « Je suis part 1. La politique de bureau ne m'intéresse pas. » André hocha la tête, feignant la sympathie. « Ah, oui. Je me souviens de votre vœu d'éviter le drame familial. Mais votre absence vous coûte de l'argent, mon ami, des millions potentiellement. Et une fois que l'héritage sera entièrement réparti, vous pourriez vous retrouver avec des miettes. » Jacques croisa les bras. « Je me fiche de l'argent. » André eut un petit rire sombre. « Bien sûr. C'est pourquoi vous retournez des steaks dans un bistrot de petite ville. S'il vous plaît. » Le Jacques que je connaissais ne se serait jamais abaissé à ce niveau, à moins qu'il y ait une raison. Eilhausen und Sorsel. Testez-vous quelque chose ou quelqu'un? Jacques resta silencieux, détestant la facilité avec laquelle André voyait clair en lui. André assis pencha plus près. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Si vous ne revenez pas de votre plein gré, votre frère pourrait vous traîner en justice, prétendant que vous êtes mentalement inapte à gérer l'héritage. Alors vous perdrez tout, selon ces conditions. La colère de Jacques monta. C'est ridicule. L'est-ce vraiment? Vous êtes ici en train de jouer aux pauvres. Ça n'aura pas l'air bien devant un juge, surtout si je témoigne que vous êtes mentalement instable. La main de Jacques se serra en un point, mais il se força à rester calme. Que voulez-vous? André haussa les épaules nonchalamment. Votre frère veut vous voir pour régler les choses. Il est en ville la semaine prochaine. Il vous attend. Jacques serra les dents. J'y réfléchirai. André lui adressa un sourire tordu. Très bien, mais dépêchez-vous. Le temps presse, et une fois que j'aurai rapporté que vous hésitez à Belle-Rivière, le conseil ne sera pas sympathique. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et rendez-moi un service. Si vous essayez de garder votre identité secrète,
peut-être ne laissez pas vos yeux s'attarder trop longtemps sur cette douce serveuse. Les gens remarquent ces choses. Avec cette dernière pique, André sortit dans la nuit. Jacques resta là, le cœur battant, la rage et la honte se mêlant dans sa poitrine. Il était piégé. S'il retournait en ville, il serait englouti par la machine corporative qu'il méprisait. S'il restait, il risquait de tout perdre de toute façon, car André menaçait de le saboter. Et planant au-dessus de tout cela, il y avait Emma. Sa gentillesse, sa douce présence. L'idée de lui dire toute la vérité le ravissait et le terrifiait à la fois. Charlotte sortit du bureau. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, bien que l'inquiétude dans sa voix suggéra qu'elle connaissait déjà la réponse. Jacques força un hochement de tête. « Oui, juste, je dois m'occuper de quelques affaires personnelles. J'aurai peut-être besoin de quelques jours de congé. » Charlotte l'étudia. Bien que souvent sévère, elle avait un sens aigu de l'empathie quand c'était le plus important. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit-elle. « Je vous garderai votre poste. » Jacques la remercia et partit, conduisant sans but dans Belle-Rivière jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau au port. La lune était basse dans le ciel, peignant des traînées d'argent sur l'eau agitée. Il se gara et monta sur la jetée, s'appuyant contre la rambarde tandis que le vent ébouriffait ses cheveux. Il se sentait étouffé par le poids de l'indécision. Des pas se firent entendre derrière lui. Il se retourna pour voir Emma, les mains dans les poches de son gilet. Elle sembla surprise de le trouver là. « Jacques. » Elle força un petit sourire. « Emma, je pensais que tu étais rentré. » « Je suis rentré, mais ensuite je suis allé me promener. J'avais besoin d'air. » Elle marqua une pause, ses yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. « J'ai vu ta voiture et je devais juste voir si tu allais bien. » Il baissa les yeux vers l'eau sombre. « Pas vraiment. Il se passe beaucoup de choses. » Elle s'approcha, posant une main sur son bras. « Laisse-moi t'aider. Je sais qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, et ce n'est pas grave. Mais tu n'as pas à le porter seul. » La sincérité dans sa voix faillit le briser. À ce moment-là, il voulut tout avouer. Qui il était, pourquoi il était là, comment sa gentillesse avait comblé un vide dont il ignorait l'existence. Mais il se souvint alors de la menace d'André, de l'héritage, de la possibilité que tout s'effondre en un instant. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je quitte Belle-Rivière pour un petit moment, » parvint-il à dire. « Des problèmes de famille. Mais je reviendrai. Je te le promets. » La prise d'Emma sur son bras se resserra. « Jacques, tu n'as pas à y aller seul. S'il y a quoi que ce soit. » Il fit un pas en arrière, des larmes coulant librement. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour tout. » Et avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, il s'éloigna précipitamment, la laissant debout sur la jetée sous le clair de lune, ses yeux remplis de questions auxquelles il ne pouvait pas encore répondre. Jacques conduisit toute la nuit, se dirigeant vers la ville qu'il appelait autrefois son foyer. C'était une métropole tentaculaire de gratte-ciel en verre et de circulation pare-choc contre pare-choc. Même à 2 heures du matin, les rues du centre-ville brillaient de néons et de phares. Il se sentait déplacé dans sa berline cabossée, vêtu de sa veste usée. À l'immeuble d'Hébert Entreprises, le portier le regarda avec méfiance jusqu'à ce qu'il présente une carte de sécurité qu'il portait encore. Il prit l'ascenseur jusqu'au 28e étage, entrant dans une réception élégante gardée par des murs en verre teinté. Une réceptionniste de nuit, surprise par son arrivée, l'informa que son demi-frère, Pierre Hébert, se trouvait dans la suite du Penthouse. Jacques prit donc un autre ascenseur jusqu'au dernier étage, les souvenirs tourbillonnant alors qu'il appuyait sur le bouton libellé « PH ». Les portes s'ouvrirent sur un hall de luxe, des sols en marbre reflétant la lueur de lustre moderne. Pierre, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait près de la fenêtre, surplombant la ligne d'horizon scintillante de la ville. Il se retourna, feignant la surprise. « Jacques, tu es là !» L'estomac de Jacques se noua à la vue de son demi-frère. Ils partageaient un père, mais n'avaient jamais été vraiment proches. Pierre dégageait une aura d'ambition contrôlée, quelqu'un habitué à plier les gens et les circonstances à sa volonté. « André m'a dit que tu voulais parler, » dit Jacques, gardant sa voix froide. Pierre lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil en cuir élégant. « Assieds-toi. Puis-je t'offrir un verre ?» Jacques refusa, croisant les bras. « Je préférerais qu'on en vienne au fait. » Pierre sourit en coin. « Très bien. » Il marqua une pause, soupirant théâtralement. « À la succession de pères et dans les dernières étapes de la distribution. Comme tu le sais, tu vas hériter d'une part considérable, assez pour influencer les décisions de l'entreprise, assez pour... » « Je ne veux rien influencer, » l'interrompit Jacques. « Je ne l'ai jamais voulu. » Les yeux de Pierre se plissèrent. « C'est précisément le problème. Tu es un héritier absent. Pendant ce temps, j'ai supervisé les opérations quotidiennes, forgé des partenariats, étendu nos avoirs.
Le conseil a besoin de l'assurance que la famille est unie. Ta part des actions est cruciale pour maintenir une participation majoritaire. Si tu te retires ou si tu es jugé incompétent, nous risquons une prise de contrôle hostile. Jacques faillit rire. Il était plongeur dans une petite ville, vivant incognito, alors entendre du jargon d'entreprise sur les participations majoritaires lui semblait surréaliste. Je me fiche de la participation majoritaire, mais je ne te laisserai pas non plus me manipuler. Le sourire en coin de Pierre s'approfondit. Oh, Jacques, tu as toujours été trop sentimental. Tu veux voir le bien chez les gens, les tester comme une sorte de saint justicier. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Nous devons maintenir le pouvoir ou nous le perdons. Les poings de Jacques se serrèrent. Je suis seulement ici parce qu'André a menacé de salir mon nom, en prétendant que je suis mentalement inapte. Pierre haussa les épaules. Parce que tu es parti jouer aux pauvres. Oui, ça a l'air assez erratique pour les étrangers. Qui d'autre est au courant de ma situation? Pierre fit un geste dédaigneux de la main. Juste André et moi, pour autant que je sache. Nous avons gardé le silence, mais des rumeurs pourraient fuiter. Les pensées de Jacques se tournèrent vers Emma. Il imaginait des titres de journaux le dépeignant comme un millionnaire dérangé se faisant passer pour un plongeur. La trahison qu'elle ressentirait si elle apprenait la vérité par les tabloïds ou le drame d'entreprise plutôt que par lui. Pierre s'approcha, la voix basse et persuasive. Écoute, nous avons une solution simple. Cède-moi tes droits de vote. Tu hériteras toujours de ta part des bénéfices, assez pour vivre confortablement n'importe où. Tu pourras retourner à ta petite expérience. Ses lèvres se retroussèrent de dégoût à ce mot, et personne ne t'embêtera. Pas de poursuite, pas d'évaluation mentale. Tout le monde y gagne. Jacques secoua la tête. Tu veux le contrôle total? Pierre haussa les épaules. Oui, c'est ce que je veux. Et toi, tu veux qu'on te laisse? Tranquille. Alors signe. Il sortit un dossier mince d'un bureau voisin et tendit un stylo plume à Jacques. Prends-le. Je ne vais pas te presser. Pense Y cette nuit. Si tu ne signes pas, je ne peux pas garantir ton secret. Le silence s'épaissit dans la pièce. Jacques prit le dossier, parcourant le jargon juridique. Il n'était pas étranger aux complexités du droit des sociétés, ayant grandi dans l'ombre de l'empire de son père. Le contrat lui retirait essentiellement son pouvoir de vote tout en lui accordant les avantages financiers. C'était exactement le genre de tour propre et manipulateur qu'il attendait de Pierre. J'y réfléchirai, marmonna-t-il. Il glissa le dossier sous son bras, se tournant pour partir. La voix de Pierre l'arrêta à la porte. Tu joues un jeu risqué, Jacques. Tu peux croire en la bonté des gens, mais cela ne peut pas te protéger de la réalité. Jacques se retourna, une vague de défi montant en lui. Parfois, la bonté suffit. Le rire moqueur de Pierre résonna alors que Jacques entrait dans l'ascenseur, le cœur battant de colère, de confusion et de la faible lueur d'espoir que représentait Emma. Sa gentillesse pourrait-elle vraiment résister à la vérité sur qui il était? Cette nuit-là, Jacques s'enregistra dans un hôtel modeste en dehors du centre-ville. Le sommeil le fuyait. Il parcourait le contrat à plusieurs reprises, chaque fois se sentant nauséeux face aux termes soigneusement rédigés. Il pouvait signer et retourner discrètement à Belle-Rivière, poursuivant son test. Mais à quel prix? Il encouragerait les ambitions corporatives de Pierre, laissant son demi-frère détenir tout le pouvoir. Au fil des heures, une prise de conscience s'installa. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler des actions ou un héritage. Il s'agissait du type de personne que Jacques voulait être. Voulait-il fuir la vérité pour toujours, portant un déguisement? Ou devait-il se lever, se révéler et voir qui resterait? À l'aube, il prit sa décision. Il griffonna sa signature sur la dernière page du contrat. Mais avant de le faire, il apporta une petite modification cruciale à une clause concernant le calendrier de distribution. C'était un changement subtil, susceptible de passer inaperçu à moins d'un examen approfondi. Il espérait que cela pourrait lui faire gagner du temps pour rectifier la situation plus tard si nécessaire. Il ne faisait pas confiance à Pierre. Mais en même temps, Jacques était désespéré de garder Belle-Rivière à l'écart de ce champ de bataille corporatif. Et Emma, il ne pouvait pas supporter de l'entraîner dans un scandale juridique. Pas encore. Pas avant d'être prêt à tout lui dire, face à face. En milieu d'après-midi, Jacques retourna à Belle-Rivière, l'épuisement marquant ses traits. La tension pesait lourdement alors qu'il se garait derrière le bistrot. Il entra, un soulagement l'envahissant à l'odeur familière de café et de lard grésillant. Charlotte était là, essuyant le comptoir, levant les yeux avec une légère surprise. « Tu es revenu, dit-elle simplement. Jacques hocha la tête. Les problèmes de famille sont en quelque sorte réglés. Elle fit un signe de tête bref, ne cherchant pas plus loin. On a manqué de personnel pour le déjeuner. Tu es prêt à travailler? Sans hésitation, il attrapa un tablier.
Oui. Pendant les heures qui suivirent, il se plongea dans l'agitation quotidienne, prenant des commandes, faisant la vaisselle, remplissant les salières, tout pour apaiser son esprit agité. Il empilait des assiettes près de l'évier quand Emma sortit de la réserve, ses yeux s'illuminant de soulagement en le voyant. « Jacques, tu es là !» s'exclama-t-elle. « J'étais inquiète. »« I'll force un petit sur our fatigue. »« Je vais bien. Désolé si je t'ai fait peur. Je devais juste régler certaines choses. » Emma s'approcha, baissant la voix. « Est-ce que tout va bien maintenant ?» Jacques marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « C'est mieux. Merci de t'inquiéter. » Ses yeux s'adoucirent. « C'est ce que font les amis. »« Les amis, répéta-t-il, le mot teinté à la fois de chaleur et de regret. » Il se tenait dans un coin tranquille de la cuisine, la vapeur s'élevant du lave-vaisselle, portant l'arôme de savon et d'eau chaude. Jacques inspira, rassemblant son courage. Il tendit la main doucement, effleurant le bras d'Emma avec le bout de ses doigts. « Écoute, je dois te dire quelque chose d'important bientôt. Mais pas ici. Pas maintenant. » Emma scruta son expression. Elle vit la sincérité gravée dans ses yeux et hocha lentement la tête. « Quand tu seras prêt, Jacques. Je serai là. » Son cœur battait la chamade. Il espérait que lorsque la vérité éclaterait, elle serait toujours à ses côtés. Malgré toute sa richesse, l'acceptation d'Emma comptait plus que n'importe quel héritage. Quelques nuits plus tard, Belle-Rivière était enveloppée dans le calme de la fin de soirée. Le bistrot avait fermé depuis des heures, et Emma terminait juste ses dernières tâches de nettoyage avant de rentrer chez elle. Jacques s'attardait près de la porte arrière, attendant. Il lui avait demandé plutôt s'il pouvait parler en privé, et elle avait accepté, bien qu'une lueur d'anticipation nerveuse dansait dans ses yeux. Quand la dernière des lumières fluorescentes s'éteignit, Emma verrouilla l'entrée principale. Elle trouva Jacques dehors, appuyé contre le mur de briques usées. La lune jetait une lumière pâle sur la rue déserte. « On va marcher ?» demanda-t-il doucement. Emma hocha la tête, serrant son cardigan contre elle alors qu'une brise bruissait dans l'air nocturne côtier. Ils longèrent les vitrines sombres et les maisons silencieuses jusqu'à atteindre le bord de la plage. Une promenade en bois s'étendait, surplombant les vagues douces qui scintillaient sous le clair de lune. Ils marchèrent côte à côte pendant un moment, sans parler. Finalement, Emma ne put supporter le silence plus longtemps. « Jacques, tu me fais peur, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Quoi que ce soit, dis-le simplement. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Le murmure de l'océan soulignait la gravité du moment. « Je te dois une explication, » commença-t-il, la voix basse. « Sur qui je suis vraiment. Sur André, sur ma famille, sur tout. » Les yeux d'Emma brillèrent d'appréhension. « D'accord. » Jacques déglutit, l'adrénaline montant. « Je ne suis pas celui que tu penses. Je ne suis pas juste un vagabond cherchant du travail. Mon nom complet est Jacques Hébert, héritier de l'empire immobilier Hébert. Mon père est décédé il y a 1 an, me laissant un énorme héritage et des parts dans l'entreprise. Je suis parti parce que je ne supportais pas la façon dont les gens me traitaient une fois qu'ils savaient que j'avais de l'argent. J'avais besoin de voir s'il y avait des gens qui seraient gentils sans savoir que j'étais riche. » Le sang quitta le visage d'Emma. Elle le fixa, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Un instant, elle resta là, figée. Puis elle laissa échapper un souffle tremblant. « Jacques, tu dis que tu es millionnaire. » Il grimaça au mot. « Techniquement, oui, probablement plus, mais je n'ai presque rien touché. Je suis venu à Belle-Rivière pour tester quelque chose, la décence humaine, je suppose, pour voir si quelqu'un pourrait m'aimer pour moi, pas pour mon compte en banque. » Elle recula, la brise marine jouant avec les mèches de ses cheveux. « Donc tout ce temps, tu me mentais. »« Je n'ai jamais menti sur mon nom, » protesta-t-il doucement. « Et je n'ai jamais menti sur ma gratitude pour ta gentillesse. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je ressens pour toi est réel. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Mais tu m'as trompé. Tu m'as fait croire que tu étais sans le sou. » Jacques fit un pas en avant, le cœur battant. « Je l'ai fait. Je suis désolé, mais je devais le faire. Toute ma vie, les gens ne voulaient être avec moi que pour mon argent. J'étais terrifié que la même chose se reproduise. Et puis tu as été si gentille, si authentique. J'avais peur que si tu connaissais mon secret, tout changerait. » Emma leva la main, des larmes coulant sur ses joues. « Et avais-tu l'intention de me dire la vérité un jour ?» Il tendit la main vers la sienne, mais elle se retira. Une douleur le transperça. « Oui, » murmura-t-il. « Je voulais le faire, mais André est arrivé et tout a dégénéré. » Elle croisa les bras sur sa poitrine comme pour se protéger d'un frisson qui ne venait pas entièrement de l'air nocturne. « Alors, qu'est-ce que j'étais, Jacques? Une partie d'un test? As-tu fait des paris sur la façon dont je réagirais à ton histoire larmoyante? » « Non, dit-il,
la voix brisée. Il ne s'agissait jamais de t'humilier ou de te jouer un tour. J'avais juste besoin de savoir si la gentillesse pouvait exister sans argent. Si l'amour pouvait exister sans richesse. Le visage d'Emma se crispa d'émotion, partagé entre la colère, la douleur et l'affection qu'elle ne pouvait ni ressentir encore pour lui. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je sais, admit-il, s'étouffant de regret, mais s'il te plaît, crois-moi. Ce que je ressens pour toi est réel. Ta gentillesse m'a sauvé. Non pas parce que je suis pauvre, car je ne le suis pas, mais parce que je n'ai jamais eu personne qui me traite comme une vraie personne avant. Un sanglot s'échappa des lèvres d'Emma. Elle regarda les vagues, les larmes coulant. C'est tellement de choses à digérer. Je ne sais pas si je peux gérer ça. Les yeux de Jacques brillèrent. Il voulait l'atteindre, la serrer contre lui, mais il sentait qu'elle n'était pas prête. Je comprends, dit-il, la voix tremblante. Je partirai si tu le veux, ou si tu as besoin de temps, prends-le. Elle essuya ses larmes, le fixant dans une agonie silencieuse. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit maintenant? Toute ma perception de toi est brisée. Il baissa les yeux, retenant ses propres larmes. Je comprendrai si tu me détestes. Mais tu m'as dit que je n'avais pas à affronter mes fardeaux seul. S'il te plaît, laisse-moi prouver que mes sentiments sont sincères. Emma S. Sarah plus Ford. Un instant, aucun ne parla, le seul son étant le doux murmure de l'océan. Puis, avec une fermeté qui démentait son trouble intérieur, elle dit « Je ne te déteste pas, Jacques. Je tiens trop à toi pour ça. Mais je suis blessé, et j'ai besoin de réfléchir. » Il expira, le soulagement mêlé au chagrin. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai au bistrot si tu veux parler. » Emma hocha la tête, les larmes brillant encore sur ses joues. Elle se détourna, repartant le long de la promenade, laissant Jacques seul sous la lune, sa confession résonnant dans le silence des vagues. Le lendemain, Emma ne vint pas travailler. Charlotte dit à Jacques qu'Emma avait appelé pour se dire malade, la voix tremblante. Quelque chose à propos d'avoir besoin de temps, expliqua Charlotte avec un regard appuyé en direction de Jacques. Il hocha la tête, la culpabilité le rongeant. À ce stade, il soupçonnait que Charlotte avait reconstitué les pièces du puzzle, du moins en partie, et désapprouvait la tromperie. Ce matin-là, le bistrot semblait étrangement calme malgré la foule habituelle du petit déjeuner. Jacques essaya d'accomplir ses tâches normalement, mais son cœur n'y était pas. De temps en temps, il surprenait Charlotte en train de le regarder avec une expression qui oscillait entre la pitié et la frustration. Les heures s'éternisèrent, et à midi, Jacques se retrouva à vérifier anxieusement la porte, espérant qu'Emma pourrait apparaître. Elle ne le fit pas. Le jour suivant, la tension dans sa poitrine devint insupportable. Après la fin de son service, il se rendit à la petite maison de la mère d'Emma, où il supposait qu'Emma pourrait séjourner pour se vider la tête. Il se gara de l'autre côté de la rue, rassemblant son courage. La maison était modeste, la peinture s'écaillant par endroits, mais elle dégageait une atmosphère chaleureuse. Des fleurs poussaient dans un petit jardin à l'avant. Des carillons éoliens tintaient près du porche. Il frappa doucement. Après un moment, la porte s'entr'ouvrit, révélant la mère d'Emma, Patricia Laurent. Elle reconnut Jacques du bistrot, bien qu'il n'ait jamais beaucoup parlé. « Jacques, dit-elle, l'air perplexe. » Il se décala nerveusement. « Bonjour, Madame Laurent. Je suis désolé de vous déranger. Je cherchais juste Emma. » Patricia l'étudia, ses yeux se plissant légèrement. « Elle ne se sent pas bien, dit-elle sèchement. Et elle ne veut peut-être voir personne en ce moment. » Jacques sentit la piqûre du rejet. « Je comprends. S'il vous plaît, dites-lui juste que je suis passé. Et dites-lui que je suis désolé. » Patricia s'adoucit un peu, voyant le remords sincère sur son visage. « Je lui dirai. » Jacques se détourna, les épaules affaissées de défaite. Il devait accepter qu'Emma ait besoin d'espace. Pourtant, l'incertitude le rongeait. Lui pardonnerait-elle? Ou perdrait-il la seule personne qui lui avait montré une vraie chaleur? 2 jours de plus passèrent. Emma ne retourna pas au bistrot, ni ne répondit aux textos de Jacques, de courts messages d'excuses qu'il envoyait, espérant une réponse. Chaque jour, Jacques craignait que ce soit fini, que son expérience ait saboté la connexion la plus sincère qu'il ait jamais eue. Pendant ce temps, les ennuis se préparaient d'un autre côté. Richard Camus, le journaliste local, avait mené son enquête. Il aborda Charlotte un après-midi, brandissant un dossier de recherche. « J'ai des raisons de croire que Jacques Hébert n'est pas celui qu'il prétend être, » dit Richard. Un commentaire? Charlotte le foudroya du regard. « Je n'ai rien à dire sur les affaires personnelles de mes employés. Maintenant, s'il vous plaît, partez. » Richard ne recula pas facilement. Des rumeurs suggèrent qu'il fait partie de la famille immobilière Hébert. Est-ce qu'Emma Laurent le sait? Charlotte assit Harissa.
Écoutez, Richard, même si c'est vrai, ça ne vous regarde pas. Ne semez pas la zizanie. La voix de Richard prit un ton plus tranchant. Je ne fais que mon travail. Les gens ont le droit de savoir si quelqu'un trompe la communauté. Le tempérament de Charlotte éclata. Il ne fait de mal à personne. Maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle la police pour violation de propriété. Voyant qu'il n'irait pas plus loin sans une confrontation, Richard partit, mais pas avant d'avoir prévenu. Cette histoire va éclater tôt ou tard. Ce soir-là, Charlotte prit Jacques à part, sa patience à bout. Tu dois gérer ça, lui dit-elle sans détour. Richard fouine. Il publiera ses découvertes et le bistrot sera envahi par des journalistes ou des curieux. Le bistrot de Betty ne peut pas gérer ce genre de chaos. L'estomac de Jacques Assinua. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire au bistrot. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger cet endroit. Charlotte soupira, l'épuisement visible sur ses traits. Eh bien, tu ferais mieux de trouver un plan rapidement. Se sentant acculé, Jacques prit une décision rapide. Si la vérité devait être rendue publique, il voulait qu'Emma l'entende directement de lui. Il ne voulait pas qu'elle soit prise au dépourvu par les gros titres ou les rumeurs. Cette nuit-là, il se rendit de nouveau à la maison de la mère d'Emma, priant pour qu'Emma le voie. Il frappa, le cœur battant. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit, et Emma était là. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré, mais elle avait l'air un peu soulagée, ou du moins pas choquée, de le voir. « On peut parler ?» demanda-t-il, la voix tendue d'émotion. Emma hésita, puis sortit sur le porche, fermant la porte derrière elle. Il se tenait sous une lumière de porche vacillante, les carillons éoliens tintant doucement. « Je sais que j'ai dit que j'avais besoin d'espace », commença-t-elle, les bras croisés de manière protectrice. « Mais j'ai beaucoup réfléchi. » Jacques déglutit. « Je suis tellement désolé, Emma, pour les mensonges, pour la façon dont j'ai tout géré. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Elle cligna des yeux pour retenir de nouvelles larmes. « Je suis toujours en colère et blessé, mais je n'arrête pas de me souvenir des petites choses que tu as faites. Aider Mélanie et Lily pendant la tempête, réparer cette voiture, toujours veiller sur les autres. C'était réel, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête avec ferveur. « Oui, à 100%. Le travail de plongeur, dormir dans ma voiture, c'était moi essayant de me débarrasser du fardeau de la richesse. Mais la gentillesse que j'ai montrée, les sentiments que j'ai pour toi, tout ça est réel. Ça l'a toujours été. » Emma essuya ses larmes avec le dos de sa main. « C'est juste que, je ne sais pas comment on peut avancer après ça. Tout semble souillé. » La voix de Jacques trembla. « Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Si cela signifie m'éloigner jusqu'à ce que tu sois prête, je le ferai. Mais je voulais que tu saches qu'un journaliste local enquête sur mon passé. Il pourrait tout publier bientôt. Je ne voulais pas que tu sois prise au dépourvu. » Emma ferma les yeux, se préparant. « C'est tout simplement merveilleux, » dit-elle sarcastiquement. Des larmes de frustration perlant à nouveau. « J'imagine que j'aurais dû m'y attendre. » Jacques s'approcha, tendant prudemment la main vers la sienne. Cette fois, elle ne se retira pas, bien que ses doigts restassent raides. « J'ai cédé mes droits de vote pour éloigner les vautours de l'entreprise. Je l'ai fait pour pouvoir rester ici, à Belle-Rivière, près de toi, si tu veux bien de moi. » Elle le regarda avec un tourbillon d'émotions, douleur, désir, confusion. « Jacques, tu n'as pas besoin de renoncer aux opportunités de ta vie pour moi. Je ne veux pas de cette responsabilité. » Il secoua la tête. « Ma vie, avec toute cette richesse, était vide, Emma. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que lorsque je suis ici, à nettoyer des tables, à parler avec toi. Je veux une vie qui semble réelle, et tu es la personne qui m'a montré que la vraie gentillesse existe. » Les défenses d'Emma se fissurèrent. Elle laissa échapper un sanglot, lui permettant de l'attirer dans une douce étreinte. Il la serra contre lui, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, murmurant de douces excuses. Elle pleura sur son épaule, la tension des derniers jours se déversant. Quand elle leva enfin les yeux, ses joues étaient humides, mais ses yeux contenaient une résolution fragile. « Je ne sais pas comment ça va marcher, » avoua-t-elle. « Mais je suis prête à essayer, si tu es honnête avec moi à partir de maintenant. » Le soulagement inonda Jacques, des larmes s'échappant de ses propres yeux. Toujours, jura-t-il, plus de secrets. Ils restèrent là, sur le porche, s'accrochant l'un à l'autre sous la lueur de la lumière vacillante, incertains de l'avenir, mais unis dans un espoir partagé. Au loin, une seule étoile perça le ciel nuageux, comme pour bénir leur nouveau départ. L'histoire de Jacques Hébert et d'Emma Laurent nous rappelle que l'amour et la gentillesse peuvent éclore dans les endroits les plus inattendus. Elle nous apprend que la compassion authentique transcende le statut social ou la richesse. Dans un monde souvent gouverné par les apparences,
L'expérience de Jacques a prouvé qu'il existe encore des personnes comme Emma qui choisissent l'empathie plutôt que le jugement. Merci de nous avoir rejoints dans cette montagne russe émotionnelle. Si cette histoire a touché votre cœur et renouvelé votre foi dans le pouvoir de la connexion sincère, s'il vous plaît, faites-nous une faveur. Aimez cette vidéo. Pour montrer votre soutien. Partagez-la pour que plus de gens puissent découvrir ce conte inspirant et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires chaleureuses et qui font réfléchir. Votre engagement nous aide à continuer de créer un contenu inspirant qui célèbre la gentillesse, le courage et le pouvoir transformateur de l'honnêteté. Après tout, nous cherchons tous une petite lumière dans ce monde. Alors, continuons de la faire briller.